RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN 90.7 dans l'émission Le son des bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée. Alors aujourd'hui, c'est la dernière de la saison, mais rassurez-vous, on se retrouvera tout début septembre pour continuer notre exploration de l'univers de la bande dessinée. Et on vous prépare d'ailleurs quelques petites surprises, alors on espère que vous serez au rendez-vous. Alors autour de la table pour animer cette dernière émission, il y a Françoise, Francine et David. Bonjour les amis, comment ça va ? Bonjour Olivier. Pas trop triste de la dernière émission ? Un peu quand même. On se retrouvera. Oui, on se retrouvera, bien sûr. Et alors, on fait un coucou à Charles qui n'est pas là, bien sûr, mais qui nous a dit de toute façon, entre juin et septembre, ne nous appelez pas. Il doit être sur un vélo quelque part. On ne sait pas trop où. Alors, salut Charles. Salut Charles. Et puis, un gros coucou et un gros bravo à Joris, notre expert manga, mais aussi à Julien et Pablo, qui bouclent aujourd'hui même, ce jeudi, leur périple des 450 km. Donc, on a pu les suivre sur Instagram. Et franchement, c'est un énorme exploit pour ces trois-là qui ont été jusqu'au bout de leur effort. Un effort payant, puisqu'ils ont réussi à collecter pas loin de 2000 € pour l'association des Blues Roses. Bravo. Ouais, bravo. Ouais. Et je rappelle qu'on avait aussi contribué en apportant une cinquantaine de bandes dessinées aussi, je ne me rappelle plus où. On avait calculé 30 kilos. Oui, c'est idiot. C'était assez lourd à porter. C'est ça. Donc voilà, alors on leur fait un grand coucou et un gros bravo. Salut aussi Jean-Luc derrière la console qui va tout faire pour nous rendre audibles aujourd'hui. Alors, cette dernière émission, on a prévu, sur cette dernière émission, le thème de la bande dessinée érotique, avec quelques sélections qui rendra, je l'espère, votre été encore plus torride, si ce n'est possible. Mais on va commencer par Francine. On a besoin de fraîcheur. Oui. Qui sillonne la... Ouais, ça fait du bien quand même. On va commencer par Francine qui sillonne la France pour nous faire des reportages sur les festivals, le salon et autres événements BD. D'ailleurs, au mois de juin, tu étais au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Eh oui, je vais vous parler de mes balades du mois de juin, mais avant d'aller à Amiens, on va faire un petit détour par Cherbourg. Pour sa 12e biennale du 9e art, Cherbourg et le musée Thomas-Henry accueillent le dessinateur flamand Brecht Evans dans une exposition de 350 mètres carrés intitulée « Le repère de la Méduse », faisant référence à sa trilogie « Le roi Méduse », dont le tome 1 est paru chez Actes Sud en 2024. Alors c'est une belle rétrospective qui permet aux visiteurs de s'immerger dans son processus créatif et d'admirer 70 lithographies réalisées avec le maître imprimeur Michael Woolworth. Au cœur même de l'expo a été reconstitué l'atelier d'impression avec son centre de presse véritable, une expo magnifique à ne pas rater. Alors si vous passez par Cherbourg, c'est les vacances, vous avez jusqu'au 16 novembre pour aller la visiter. Direction Amiens à présent. Alors, les rendez-vous BD d'Amiens, c'est 3 week-ends de réjouissance en juin avec 2 temps forts. Le premier et le troisième avec auteurs en dédicace, conférences, ateliers pour les enfants, dessins en live, visites guidées d'expo et j'en passe. Quant au deuxième, lui, qualifié de muséal, il est uniquement consacré à la visite d'exposition. Alors, ces 29e rendez-vous de la BD d'Amiens auront été marqués par l'Urasawa Mania. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mangaka Naoki Urasawa, invité d'honneur de cette édition, a joué le jeu lors du week-end d'ouverture déjà, avec une conférence de presse, puis une performance musicale dessinée pour l'inauguration du festival le vendredi. Ensuite, une masterclass suivie également d'un mini-concert dessiné pour les 150 Happy Fews tirés au sort en amont le samedi. 2 séances de dédicaces et visites guidées par le sensei himself de l'exposition Naoki Urasawa, un auteur en série, Ala El Fressinet le dimanche. Alors, les organisateurs du festival ont également été à la hauteur de cet événement en consacrant non pas une, mais 2 expositions à l'œuvre du sensei. La seconde, Naoki Urasawa, un talent monstre, ayant élu domicile à la Maison de la Culture. Et celle-là est toujours visible puisqu'on peut aller la visiter jusqu'au 21 septembre. Alors que les autres, toutes celles qui sont à la halle, c'était uniquement pendant la durée du festival. Alors Naoki Urasawa, on ne le présente plus, c'est plus de 40 ans de carrière, c'est plus de 150 millions d'ouvrages vendus à travers le monde. C'est l'auteur entre autres des séries Cult Monster et 20th Century Boys, mais aussi de 2 séries sur le sport féminin, Happy et Yawara,
30 millions d'exemplaires vendus au Japon. De Pluto, hommage à Tezuka dont il est un grand admirateur. De Billy Bat, sans oublier la petite dernière, Asadora, en cours actuellement. Alors pour commencer, petite visite de l'expo à la Maison de la Culture. Alors dans cette expo qui s'achève par une partie dédiée à la passion de Naoki Urasawa, c'est-à-dire le rock, l'accent a été mis sur ces deux séries cultes, ces deux thrillers iconiques que sont Monster et 20th Century Boys. Chaque espace présente une série à travers ses personnages principaux, des visuels grand format et des objets emblématiques. Accueilli par une reproduction XXL du monstre sans nom de Monster, le visiteur peut en fin de parcours pénétrer dans une reconstitution de la base secrète de Kenji de 20th Century Boys. Ça, c'est pour l'expo à la Maison de la Culture qui, elle, donc, s'achève le 21 septembre. Petit tour maintenant du côté de l'autre expo qui malheureusement n'a duré que le temps que durent les expos à la Halle, l'espace d'un festival. Alors le parcours de l'exposition Naoki Urasawa, auteur en série, est chronologique. Après une évocation de la carrière du mangaka, la première partie du parcours consacrée à ces deux séries de comédies sportives, Yawara sur le judo féminin et Happy sur le tennis féminin. Au cœur de l'expo, trône l'iconique thriller Monster, évidemment, avec la reconstitution spectaculaire d'un bureau d'enquêteurs. L'espace final est consacré à sa série en cours Asadora, avec la représentation d'une terre ravagée par la chose qui a dévasté le village d'enfance de l'héroïne Asa Asada. Là encore, la scénographie avec la gigantesque sculpture de la chose, prête à avaler l'avion d'Asa, est absolument époustouflante. Et puis, il y a les autres expos, New York, I'd Be Your Mirror, un jeu de miroir entre les représentations imaginaires d'artistes européens et les œuvres récentes d'une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices de la bande dessinée new-yorkaise, Mec Hurlant et Nana Métallique, célébrant les 50 ans de Milton Hurlant, la superbe exposition vert autour de l'album éponyme de Marion Besançon et Patrick Lacan, paru aux éditions Rue de Sèvres. Et côté enfant, ça va être Brune, l'héroïne de Karine Hinder et Jérôme Plissier, aux éditions Glénat, qui était à l'honneur, ainsi que l'exposition collective Doré et Micha de la musique plein les yeux autour de la collection créée par les éditions de la Gouttière et l'Orchestre de Picardie. Quant aux éditions Ankama, c'est à la médiathèque Louis Aragon qu'elles s'exposent, célébrant leurs 20 ans d'existence, et ce, jusqu'au 23 août. Le festival avait commencé en musique avec la prestation musicale d'Urasawa. Il s'est achevé également en musique avec le concert dessiné d'Alfred et Arthur H. qui ont fait monter la température qui dépassait déjà allègrement les 30 degrés dans l'auditorium de la Halle en donnant vie à leur album La solidité du rêve paru en mai dernier chez Casterman. Alors j'en profite moi pour terminer par un scoop. Arthur H. et Alfred se produiront à Nancy lors du livre sur la place. Waouh, la belle chose. Ah, cool. Et Très sinon, bien. pour reprendre ta chronique, c'est vrai que les festivals que tu décris sont des fois loin. S'ils sont sur nos parcours de vacances, c'est bien. Mais moi, je sais que maintenant, j'ai pris le goût des festivals. Là où ça me faisait peur au début d'y aller en me disant j'ai rien à y faire. Et maintenant, j'y rentre, j'y vais. Il y a toujours des choses à découvrir, des dessins. Et ça, c'est toi qui me l'as traduit un petit peu, qui me l'as transmis. Et c'est toujours un plaisir d'aller sur un festival, de voir. C'est un petit bout de ficelle et après, on est obligé d'aller plus loin. Après, on devient Donc, accro. Ah oui. On devient Non, je veux accro. pas être accro Même- comme toi. Je veux pas Même pas si tu comme vois toi, pas tout, j'arriverai pas. même si tu vois pas tout dans un festival, Oui. tu dis l'année prochaine. Voilà, Voilà, exactement. Vraiment, c'est trop bien les expos, les festivals, faut vraiment pas se priver. Et puis Amiens, franchement, les expos d'Amiens sont absolument... Et puis c'est festival gratuit, en plus. Et puis il y en a des fois des plus simples, plus accessibles, mais avec beaucoup de valeur. Et non seulement gratuit, et en plus, on peut faire dédicacer ses propres BD. Nous ne sommes pas obligés d'acheter sur place, Ah, qui est ça, maintenant c'est très, très rare, Ah oui. même dans les petits festivals. Même dans les petits Donc, festivals. Avec, oui. avec des limites, je crois, des fois, tu as un ou deux albums maximum, parce que quand tu te ramènes avec la valise. de moins en... Non, mais de moins bah en oui, moins. La oui, plupart oui, des c'est festivals, c'est achat sur place. Mais c'est clair. Non, mais se ramener avec la valise, je trouve que ça se fait pas, quoi. Parce que derrière, tu en as 5 qui attendent. Puis on avait parlé des dédicaces, c'est vrai, qu'est-ce c'est qu'on en vrai. fait après. Enfin, voilà. Ok. Et voilà. Merci, Francine. Vaste sujet. Merci, Francine. À vous. Merci. Alors, direction les Ardennes maintenant pour le Cabaret Vert. Ah bah oui, incontournable cet été, je continue. Donc, pour tout rockophile, rapophile, métallophile et j'en passe, du Grand Est, le Cabaret Vert, qui cette année plante encore sa tente au cœur du Square Barrière, à Charleville-Mézières, du jeudi 14 au dimanche 17 août. Outre le fait d'être un festival éco-responsable, le Cabaret Vert a la grande originalité d'accueillir, et ce, dès ses débuts, la bande dessinée.
Pas moins de 70 auteurs et autrices sont attendus cette année. Alors, en entendant le concert des Queens of Stone Age ou de Zao de Zagazan, pourquoi ne pas aller faire un petit tour à l'espace BD, histoire de rencontrer les auteurs et se faire dédicacer un album? Alors, nous avons demandé à Laurent Quezada, responsable de la programmation bande dessinée du festival, de nous présenter la cuvée 2025. Écoutons-le. Alors, le Cabaret Vert est né il y a 20 ans de la volonté de mise en avant d'un territoire. Alors, comment a-t-il évolué et quelle est sa ou quelles sont ses particularités aujourd'hui? C'est la 19e édition cette année et chaque année, on essaie de faire évoluer les propositions. Dans la programmation déjà, on recherche certaines pistes, certaines évolutions. 70 auteurs cette année. Dans les 70 auteurs, nous avons des auteurs reconnus dans le monde de la BD avec des séries qui sont qui sont connues, qui sont appréciées, comme Golden City de Nicolas Malfin, Sillage de Philippe Buchet, ou des séries fantasy comme Nain, Elf, Orques et Gobelins, où il y a pas mal d'auteurs comme ça qui viennent les dédicacer cette année. Donc ça, c'est déjà une première approche de la programmation. Mais nous, on essaie de la faire évoluer aussi sur des angles ou des valeurs qui se rapprochent au Cabaret Vert, qui sont le développement durable et la musique. Alors sur la musique, on a carrément cette année un stand avec les éditions Petit à Petit qui nous permettent en fait de proposer une quinzaine de bandes dessinées en lien avec des icônes de la pop ou du rock, comme Amy Winehouse, Indochine, Motörhead, AC/DC, Prince, David Bowie, Pink Floyd, donc ou Nina Simone pour les nostalgiques. Donc en fait, voilà, l'idée c'est que il y a des auteurs qui pourront dédicacer ces albums, et ça c'est vraiment la valeur musique. On essaie vraiment de mettre en avant aussi cette partie-là. Je crois qu'il y a un autre atelier aussi qui est création de pochettes de vinyle. L'idée c'est que ceux qui aiment ces artistes, on va leur proposer de créer, enfin qu'ils créent en fait une pochette vinyle à leur image, avec du collage, avec de l'aérographe. Donc il y a une artiste qui s'appelle April Tacchini qui sera présente pour animer cet atelier. Ça se passera le vendredi et le samedi, début d'après-midi. Et puis l'autre partie, c'est développement durable. Alors sur 2 billets, il y a un billet prix BD de Cabaret Vert. Donc je rappelle, cette année, c'est la 3e édition du prix BD. Et ce prix BD regroupe 9 albums, 3 albums jeunesse, tout public adulte, et puis 3 albums connaissances. On a un moment dédié à ça, où on va pouvoir remettre le trophée à la BD qui gagne. Mais déjà, ça fait 9 albums et des auteurs qui défendent ces albums qui sont présents. On a des BD comme Vert, comme Le GIEC, comme Le Vivant à Vif. En jeunesse, on a Les Enfants de l'Arbre. Et on a celui qui a gagné aussi, Lulu et Nelson, puisqu'on a déjà eu une remise du trophée avec les classes au mois de juin. Donc on sait déjà qui a gagné chez la jeunesse. Donc ça, c'est aussi une partie importante de la proposition. Et en même temps, on va avoir aussi des auteurs qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter, comme Alice Garin, qui a fait un très très bel album avec Impénétrable, qui permet en fait vraiment de se projeter, parce que c'est vraiment une biographie sincère. On a aussi des auteurs qui décrivent la liberté d'expression dans leur BD, comme Zénab Faziki avec Iranienne, ou La Wild avec Kaboul Disco. Et eux, ils ont aussi l'occasion de s'exprimer lors de tables rondes, en fait. Et pour finir, il y avait aussi David Prudhomme avec Ribetissa, Ribetissa, c'est un mouvement musical en Grèce qui a été interdit pendant la dictature. Donc forcément, au Cabaret Vert, ça touche, puisque voilà, c'est comme si on disait, voilà, on n'a plus le droit de passer du rock. Donc dans la programmation, on n'a plus le droit de passer du rock, ça serait quand même un peu embêtant. Donc voilà, donc du coup, on a vraiment dans cette programmation des auteurs confirmés, des auteurs qui ont des choses à raconter, des choses à partager, des BD développement durable, musique, des BD, on va dire, qui sont aussi très connus et reconnus et beaucoup vendus. Et on a aussi, pour terminer, les meilleurs dans la partie jeunesse. Et ça, je le dis, moi, je suis quand même assez humble sur la programmation. Et là, cette année, je le dis avec sans fioriture, parce que on a Patrick Sobral qui fait les Légendaires, qui est une série hyper connue auprès de la jeunesse. Mais on a aussi les Grimoires d'Elphie,
on a Brume, on a les carnets de cerises, la BD Le Royaume aussi, les lapins crétins pour ceux qui veulent vraiment sur quelque chose de plus léger. Donc voilà, on a tous ces auteurs jeunesse qui viennent et qui sont les séries en ce moment les plus connues. Alors justement, on parlait d'auteurs reconnus et tout, mais vous faites venir aussi de jeunes auteurs. Je pense notamment à Stéphanie Le Chevalier, qui vient de sortir donc un manga, c'est son premier album, qui en plus de ça marche très fort. Hein. Alors l'importance aussi de promouvoir les jeunes auteurs. Oui, c'est ça. On a des BD comme, alors on peut aussi citer Cork avec Bestia, c'est sa Oui, première BD. Vert, hein, avec Marion Besançon, on en a bien déjà sûr, parlé. si, oui. Mathéo Delongis aussi, qui a fait The Prism, pareil, c'est un groupe de rock qui va dans l'espace pour faire de la musique, donc ça nous parle un peu. Donc on a comme ça, effectivement, des auteurs assez nouveaux dans le champ visuel de la bande dessinée. Je pense aussi à Lolita Couturier avec des tortures par Epsilon. Et donc oui, c'est toujours très rafraîchissant. En plus, bon, on voit quand même que c'est une majeure partie de femmes, hein, Marion, Stéphanie, Lolita qui arrivent comme ça, qui montrent leur savoir-faire, et c'est très agréable. En plus, bon, Stéphanie, c'est un manga hein, qu'elle fait, Mhm. c'est un courant, nous, qu'on apprécie aussi proposer au Festival du Cabaret Vert. Oui, d'autant plus Donc, qu'elle est aussi sur le thème développement durable, hein, sur l'écologie et tout, cette BD. exactement. Oui, oui, exactement. Donc là, et d'ailleurs, elle, pour information, dans la zone famille de l'Estaminet, elle va faire samedi dimanche des ateliers manga. Donc, D'accord. je pense qu'il y aura une inscription sur place, mais elle sera en plus disponible. Voilà. Pour Stéphanie, pour ceux qui veulent la rencontrer et qui ne peuvent pas aller au Cabaret Vert, elle fait une petite conférence manga développement durable chez Plume et Bulle le samedi en début d'après-midi. Elle fera aussi une dédicace là-bas. Donc vraiment, ça vaut le coup de s'intéresser un peu à cet artiste et à son manga qui s'appelle Ashes. De venir. En manga, on a aussi un auteur qui s'appelle Nao Kuren qui vient avec Sifandir Chronicles, qui est en fait une série parallèle à Radiant, qui est un manga très connu. Donc voilà, pour les plus jeunes ou ceux qui sont passionnés de manga, il y aura de quoi faire aussi au cabaret. Et puis, bon, on parlait, bon, BD évidemment, manga, le comic c'est présent aussi. C'est bien que vous me lanciez là-dessus parce que là, on fait un truc énorme avec le comics, puisque c'est le retour de Superman. Hein. D'ailleurs, le 6 juillet, il y aura effectivement, comment dire, au cinéma son retour. Donc du coup, on a voulu marquer le coup, et donc on a un des auteurs, hein, puisqu'ils sont quand même nombreux, mais un couple d'auteurs de Superman, le scénariste et le dessinateur, avec Sylvain Ronberg et Martial Toledano. Et du coup, pour le coup, on va faire une petite expo sur Superman le long de la librairie, avec les planches en grand format de Martial. Donc ça va être sympa. Et en plus, on va faire une table ronde. Donc ceux qui aiment le comics, discuter aussi avec les auteurs. Sans devoir faire une file d'attente pour avoir une dédicace. Vraiment, voilà, je leur donne rendez-vous à ce moment-là. Ça se passera le dimanche en début d'après-midi sur l'estaminet. Donc oui, on va mettre le paquet là, sur Superman et son retour. Après, on a un autre auteur aussi de comics qui s'appelle Alberto Ponticelli, qui lui voilà, vient d'Italie et qui a fait du comics un peu underground, fantasy. Donc ça vaut le coup de le découvrir aussi. Il y a aussi les expos, pas moins de 4 expos cette année, dont 3 hors les murs. Alors là, pareil, hein, vous êtes dans la diversité, hein, parce qu'on va voir pop culture, comics, jeunesse, et puis histoire qui vont être au rendez-vous. Donc, je vais développer. Donc, effectivement, donc les dédicaces, c'est bien. Il y a 700 heures de dédicaces. En tout, hein, j'ai calculé, puisque bon, les auteurs, il y a 70 auteurs qui dédicacent à peu près 3 heures par jour. Donc après, on fait le calcul hein, du jeudi au dimanche. Ils peuvent se faire plaisir, hein, les festivaliers, parce que après leur dédicace, ils peuvent mettre leur BD gratuitement au BD Sitting.
Donc c'est pour ça, c'est pas contraignant, c'est pas contraignant. Donc venez Ça, c'est une vraiment. super idée, le BD Merci. sitting, jusqu'à minuit, je crois, hein, tous les soirs. Exactement. Ouais. Donc il y a largement le temps de profiter du festival. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Les dédicaces, c'est aussi un moment privilégié que vous pouvez avoir avec les artistes. Et le truc sympa aussi, c'est le ticket d'or. Oui, c'est vrai. Donc le ticket d'or, surtout que cette année, vraiment, on va en faire une vraie promo. Sincèrement, le ticket d'or, c'est hyper sympa parce que ça vous fait gagner ce ticket. Ça vous fait gagner une rencontre privée pendant 20 minutes avec l'auteur de votre choix, qui évidemment pourra dédicacer votre album. Donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un moment privilégié. Et après, pour gagner, c'est très simple. Il suffit, entre parenthèses, d'acheter 2 bandes dessinées, mais l'une des deux doit faire partie d'une liste qu'on vous donne, parce qu'en fait, on veut vous faire découvrir des BD qui sont un peu moins connus, développement durable, musique. Et pour ça, en fait, on a émis une liste. Donc voilà, donc 2 BD achetées, un ticket d'or. Donc c'est assez sympa. Franchement, c'est assez sympa de pouvoir rencontrer comme ça un auteur. Donc tentez votre chance. Et c'est pas si facile hein, d'en faire venir 70, donc venez profiter de ça. Mais ceux qui sont un petit peu moins, comment dire, passionnés ou qui n'ont pas le temps de venir faire une dédicace, venez au moins sur la zone du festival BD, parce que on propose cette année une expo Capitaine Flamme Goldorak, et sincèrement, ça va être terrible, quoi. Il va y avoir des super panneaux, des super dessins, et vous allez pouvoir, festivalier, vous faire une photo avec un Goldorak. Alors, pas grandeur nature, mais de plus de 2 mètres. Plus, on fête ses 50 ans cette année. Donc, Goldorak, Capitaine Flamme. En plus, les auteurs seront présents, les BD seront à vendre, et vous pouvez aussi vous les faire dédicacer. Donc ça va être super sympa. Donc ça se passe sur les 4 jours du festival. Et ensuite, on a effectivement trois expos assez sympas. Donc effectivement, l'une jeunesse qui se passe en ce moment d'ailleurs déjà chez Oui. Plume et Bulle. Hein. N'hésitez pas à y aller. On a mis en avant la série Les Grimoires d'Elphie, qui est une super série jeunesse avec des panneaux didactiques, avec des objets. On a même récupéré le grimoire, le vrai grimoire d'Elphie, entrée gratuite. Gratuit, c'est aussi l'expo qui va se passer à la médiathèque Voyelle. Et là, on revient dans la pop culture, puisqu'on a Goldorak, Captain Flamme. Bon, bah là, on continue un petit peu cette démarche. Cette expo, on a mis en avant et à l'honneur un artiste qui s'appelle Teddy Bellino, qui a pour particularité de reproduire en fait des images avec un bic, mais juste un bic. Alors un bic, des fois 4 couleurs, parce qu'il a besoin quand même de faire des dégradés de couleurs et autres, mais c'est incroyable. Ici. Donc du coup, il y aura une vidéo, parce qu'en fait, on a une petite surprise, on lui a demandé de faire un Rimbaud. Mais après, on a les plus grandes séries qu'on connaît, en fait, Alien, Retour vers le futur, Ghostbusters, Pirates des Caraïbes. On a ces personnages qui sont vraiment dessinés, on les a reproduits en taille réelle, c'est vraiment magnifique. Et comme c'est Cabaret Vert oblige, il a aussi fait les artistes qui viennent cette année, Oui. comme Will Smith, Zao Sagazan, Big Flo Ouais. et Oli. Voilà, donc ça, c'est ouvert je crois, du mi-juillet à fin août. Et je termine parce que souvent, en fait, c'est un petit peu la partie historique du, euh, la proposition historique. Mais cette exposition, elle fera date aussi parce que on met en avant en fait une grande dame, Ginette Kolinka, Ouais. qui est une survivante, hein, qui a connu Auschwitz, qui a connu ces camps de la mort, et qui fête d'ailleurs cette année ses 100 ans. On fait une expo parce qu'elle raconte son histoire dans une BD qui s'appelle Adieu Birkenau. Et donc, du coup, on a mis en place là-bas des reproductions de planches, un diorama réalisé par l'artiste François Cresté, qui reprend la couverture en fait et qui la transforme en 3D. Donc, c'est assez impressionnant avec en voix off Ginette qui nous parle de ce camp. Et puis en fait, en point d'orgue, on a 7 minutes de témoignages inédits de Ginette. Donc, c'est hyper émouvant, évidemment. Je vous conseille vraiment de venir au musée Guerre Épée, sachant que le 17 août matin, il y a une visite qui est proposée, qui est offerte en fait par le département et qui permet de voir aussi les artistes commenter leur expo
et après ça sera suivi par une petite séance de dédicace. Donc ça, ce sera le dimanche 17 août matin, donc voilà, offert aux festivaliers. On va peut-être terminer par les horaires aussi. Oui, alors, nous, les horaires de la bande dessinée, c'est dès l'ouverture, donc 16h jeudi, vendredi, samedi, 15h le dimanche pour rappel, et après, on ferme l'espace à 21h jeudi, vendredi, samedi, 20h le dimanche, et on a aussi un stand de BD Occasion qui lui ferme un peu plus tard, qui ferme à 22h, et là, pour le coup, on a vraiment des BD à petit prix. Donc, tous ceux qui veulent se faire plaisir et repartir avec un peu de lecture, vous pouvez le faire à moindre coût. Alors, on se retrouve au Cabaret Vert devant la scène Zanzibar ou autre, une blonde à la main, une BD dans l'autre. En attendant, pour plus d'informations, rendez-vous sur cabaretvert.com, Cabaret Vert, tout attaché. Merci Francine. Le son des bulles sur RCN. Voilà, alors on va aborder maintenant le thème de la journée de l'émission. L'érotisme en bande dessinée. Merci Jean-Luc, ça devient tout chaud. Alors dans cette thématique de la BD érotique, calme-toi, calme-toi David. Dans cette thématique de la bande dessinée érotique, je vais en préliminaire vous poser quelques repères chronologiques pour mieux comprendre le cheminement de ce genre dans l'histoire de la bande dessinée, bien sûr. Alors, vous le savez, les amis, il n'y a pas d'art sans érotisme et il n'y a pas d'érotisme sans art. Sinon, ça s'appelle de la pornographie. J'aime bien la musique qui est en fond, comme ça. Et la bande dessinée ne déroge pas à la règle. Et c'est pour cela que, dans les années 1860, quelque temps après l'apparition de la première bande dessinée par le Suisse Rodolphe Töpfer, on voit apparaître dans la presse des revues regorgeant de jeunes filles à moitié dénudées ou complètement nues. Alors, les plus curieux pourront aller voir sur le site de Gallica les journaux La Vie parisienne, diffusé à partir de 1863, et L'Amour, à partir de 1902. Alors un petit bond dans le temps, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là ces images de jeunes filles sexy ou autres ont eu un effet quand même bénéfique sur le moral des soldats. Et à cette date-là, à partir de cette période, on voit apparaître les premières icônes glamour qui allaient devenir quelques années plus tard, dans les années 50, les célèbres pin-up. Et oui. De retour de la guerre, dans les années 1920, sont apparues en Amérique les Bibles de Tijuana. Alors, c'est pas très très connu, mais ce sont des petits livrets qui sont explicitement pornographiques, qui mettent en scène des célébrités de l'époque comme Greta Garbo, Jim Cagney, Mae West, mais aussi des personnages de BD comme Mickey, Popeye, etc. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'intimité de Mickey et Minnie, vous pouvez vous renseigner sur ces... Popeye, j'ai du mal. Je demande à voir. Ah bah les deux. Les deux mixés, ça doit être surprenant. Ouais, tout est en dessin, tout est possible en bande dessinée, tout est possible. Alors, ces fameuses Bibles de Tijuana ont été publiées donc de 1920 jusqu'aux années 1960. Et là, elles seront une source d'inspiration évidente au mouvement des comics underground, les revues emblématiques de la contre-culture américaine, dans lesquelles ont participé, entre autres, Robert Crumb, Art Spiegelman et Gilbert Shelton. Et en France, dans ce sillon, apparaîtront Harakiri, le journal Bête et Méchant, en 60, Charlie Hebdo en 70 et L'Écho des Savanes en 1972. Toujours dans ces années 60, en Europe, c'est l'époque des bouleversements sociaux et culturels. C'est la pop culture, le mouvement hippie, le peace and love, les Beatles, Brigitte Bardot. Et pour la bande dessinée, c'est la publication en 1964 de Barbarella, de Jean-Claude Forest. Alors cette jeune femme qui, en exil dans l'espace, explore toutes les planètes et n'hésite pas à donner un peu de sa personne pour régler les problèmes et les conflits extraterrestres. Et Barbarella, mine de rien, elle est devenue le symbole de la première héroïne de la bande dessinée pour adultes. Et à partir de là, c'est un peu l'âge d'or de la bande dessinée érotique, avec des auteurs et des personnages emblématiques. Citons Guido Crepax avec Valentina en 69, Qui ressort. Georges Wolinski, Paulette en 71, jusqu'en 84, Milo Manara dont tu parleras tout à l'heure, Françoise, avec entre autres Le Déclic, et Paolo Serpieri avec Druna à partir de 1986. Alors voilà, il y aura beaucoup d'autres albums et auteurs qui vont écrire, et cette littérature va quand même un peu s'essouffler dans les années 90-2000 à cause notamment de l'Internet et puis l'accès facile au contenu érotique, voire pornographique.
Donc c'était facile et c'est surtout, on évitait comme ça le sourire et le clin d'œil du libraire ou de la bibliothécaire quand on achetait son album de BD érotique. C'était caché, un hall du livre, c'était une étagère tout au fond dans un coin, ça devait faire 1,20 m de long. Moi, c'est toujours ce qui m'a bloqué, ça. L'œil du libraire. Ah bon ? Ah ouais, ça m'a bloqué. Tu l'as caché sous une autre pile de bouquins en espérant que ça passe vite à Il la finissait caisse. toujours par l'avoir. Hein. Il fallait payer, c'est ça. Et oui, c'est ça. Alors en 2010, les éditions Requin-Marteau ont inauguré la collection BDQ avec des histoires coquines en version poche. Tu en as une, je ne sais pas si tu connais, c'est des petits bouquins en version poche, on va se les prêter. Et on y trouve des autrices et auteurs comme Aude Picot, Bastien Vivez, Nine Antico et Florence Sestac, entre autres. Et des titres, moi ça me fait toujours rire un peu les titres, comme Les érections présidentielles, Georges Profond ou Beat Fighter. La fureur de jouir aussi. La fureur de jouir. Le Covid est passé par là, mais mine de rien, ça va redonner un petit coup de fouet et le genre va retrouver un petit peu de vigueur. Voilà, en 2023, les phénomènes manga, etc., il s'est vendu plus de 4 millions de mangas érotiques. Ah oui. C'est pas rien quand même. Et je suis sûr que vous en avez un chez vous. Et actuellement, maintenant, les ados ou les plus grands se tournent un peu vers les webtoons où, là également, l'érotisme et la pornographie se fait une place, mine de rien, au soleil, et même une grosse place. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que cette petite introduction n'a pas été trop longue, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà. Alors, on va passer une sélection d'albums. Non, mais c'est vrai en plus. Mais bon, je ne sais pas, c'est ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se dit. On parle, là, on peut dire n'importe exactement. quoi. On va passer avec toi, Françoise, sur un des maîtres, maestrio plutôt, de ce genre-là. Oui, on va parler Manara. Manara, voilà, donc parce que voilà l'été, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ses langueurs, ses émois, ses amours, les amours d'été, l'occasion de revisiter son corps, de l'exposer sur la plage, de le oindre, de le bouger, et pourquoi pas avec une petite touche d'érotisme. C'est quand même un luxe qu'on peut ajouter et qui est bien agréable. Donc la thématique du jour, c'est l'érotisme. Vous savez, je passe toujours par les définitions. C'est quoi l'érotisme ? Alors attention, c'est l'exaltation par l'art de l'amour sensuel et de la sexualité. Ça, c'est assez simple. Alors il y a son pendant, si je puis dire, la pornographie, qui est la représentation obscène destinée à être communiquée au public. Bon, voilà, on est toujours... C'est quoi l'obscénité, du coup ? C'est qui blesse ouvertement la pudeur, qui offense le sens esthétique ou moral. Avec ça, on n'est pas sauvé des eaux parce que c'est pas très rigoureux. Chacun aura donc sa représentation de la pornographie ou de l'érotisme. Ici, on avait dit BD érotique, on n'a jamais dit qu'on allait faire de la BD pornographique. On n'a même pas prononcé le mot, je crois. Et chacun peut heurter l'autre, voir d'ailleurs le débat et les passions autour de Vivès-Bastien. On en a déjà parlé ici. Donc avec ça, merci les copains d'avoir proposé ce thème sulfureux, synonyme de caquette et de foufoune, même s'il paraît que c'est moi qui ai proposé ce thème. Oui, je crois que c'est toi qui l'as proposé. Oui, pareil. Les rumeurs. Bon, alors, ok, j'en accepte la maternité. Bien sûr. Bon, il faut reconnaître que je suis amatrice de ce genre de littérature quand elle est bien faite, ce qui veut rien dire, puisque ça dépend chacun de son goût, de son approche. C'est ce que j'ai défini en haut entre la pornographie et puis ça. Mais je me suis demandé comment découvre-t-on ou comment entre-t-on dans la BD érotique, comment je suis rentrée dans ce domaine. Parce que j'ai demandé à mes copains, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, qui aiment bien, qui lisent, voilà. Alors pourquoi moi ? Mon premier souvenir, c'est d'avoir lu, mais alors je ne sais pas par quel biais, justement, le Déclic 1 de Milo Manara. J'en cherchais un à tout hasard, si jamais vous en avez un, de collection. J'avais environ 20 ans, et là, j'ai découvert la beauté des corps qu'il dessine, les corps tant masculins que féminins, même si c'est surtout le corps féminin qu'il sublime. Il est réputé pour son style distinctif, qui rend hommage à la femme, attention guillemets, dans sa pureté, sa sensualité, son charme et son sex-appeal. Pardon. C'est un peu désuet, mais c'est tellement doux et joli que tous ces dessins, je trouve que c'est joli. Alors c'est doux pour la beauté des corps, mais alors les scènes sont parfois extrêmement violentes. Est-ce qu'alors on tombe dans l'obscénité ? Est-ce qu'on est dans le porno ? Est-ce qu'on reste dans l'érotisme ? Bref, c'est le débat qui rythme toutes ces lectures, à mon sens. Donc, Milo Manara, de son vrai prénom Morio Manara, a plongé tête baissée dans ses dessins sexués. Il a 80 ans actuellement. Bon, il a fait quelques essais, mais où il n'a pas été très performant. J'aime bien ce vocabulaire. Ça fait rire. Alors, fait de personnages. Alors, effectivement, ces personnages, c'est à moitié nus, couverts plus ou moins de voiles transparents, de pagnes, mondialement connus, reconnus, exposés à Angoulême. C'est le dessinateur érotique des années 80. Fellini, le cinéaste, dit de lui « Les crayons, les encres de Chine
parce qu'il fait beaucoup de noir et blanc, sont l'équivalent des mises en scène, des costumes et des visages avec lesquels je raconte les histoires dans mes films, dont Manara, ce serait un peu plus que de la BD. Faut reconnaître que tu en as parlé tout à l'heure, Manara, il a découvert cet art, parce qu'on va le baptiser comme art, c'est un vrai art. Il découvre cet univers avec Barbarella, qui a échauffé bien des esprits à l'époque, que ce soit en BD ou en film. Je ne sais plus l'actrice d'ailleurs qui joue. Jane Fonda. Ah, Ouais. oui. Ah oui, Jane Fonda. Ah bah voilà. Mais ça échauffe toujours. Hein. Ah oui, Étrange oui, casting quand oui, même. ça, Bon, voilà. c'est peut-être pas bien dans quoi Alors- s'embarquer. Ouais. Donc, il a quand même des sources d'inspiration littéraire. Hein. Il écrit pas en ligne. L'âne d'or, alors je l'ai là, effectivement. La métamorphose de Lucius. C'est un monsieur qui s'est oint parce qu'il voulait se transformer en oiseau. Il a été transformé en âne turgescent. Ça date du IIIe siècle, quand même, après Jésus-Christ. Donc, pas en BD, mais l'histoire était là. Il a mis en page le Décaméron. Il a mis en page le nom de la rose. Alors, Umberto Eco, avec, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais elles sont toutes. Puis, je dis, il dessine toujours des corps sublimes, Manara. Des partenaires qui sont comme lui, subversifs, sulfureux, Jodorowsky, Hugo Pratt qui était son maître, et Hugo Pratt quand même qui dessinait aussi des beautés comme par exemple Bouche Dorée, il a aussi des personnages magnifiques, Hugo Pratt. Alors tous ces dessins attirent la main, moi je trouve, on a envie de caresser ces multitudes de fesses qui sont dénudées, moitié dénudées ou fouettées, parce que Manara dessine beaucoup de fesses, il aime ça. C'est Hugo Pratt qui a dit de toute façon, il faut lui mettre des histoires avec des fesses parce qu'il sait faire ça et il aime ça. D'ailleurs, n'a-t-il pas illustré L'art de la fessée par Jean-Pierre Hénard, qui est là à côté de moi, si jamais vous l'avez en Qui, vidéo. Jean-Pierre ? Non, L'art de la fessée. Jean-Pierre. Non, il est un peu décédé. Ah oui, pardon. Pierre. Paix à son âme. C'est le père d'une copine à moi, d'ailleurs. Petite parenthèse. C'est un auteur érotique qui a écrit, par exemple, Conte à faire rougir les petits chaperons. Bon, le titre est rigolo. Après, on lit ou on lit pas. Il a mis en image la vie du Caravage, quand même plus d'une fois condamné pour blasphème ou sacrilège. Les Borgia, c'est quand même pas des sympas, les Borgia. Ou l'Aphrodite de Pierre Louis. Je sais pas si vous connaissez Pierre Louis, voilà. Ou alors, il a réalisé aussi des aquarelles de Brigitte Bardot. Ou alors, il a réalisé des estampes. Alors, c'est des estampes qu'on accroche dans sa chambre, mais qu'on retourne quand sa mère vient visiter la maison. Parce que c'est pas visible par sa mère. Voilà. Je ne sais pas si tous ces noms de Pierre-Louis, enfin Brigitte Bardot, oui, effectivement, du Caravage, sont connus de vous, mais je vous en dirai pas plus. Tout ça, ça sent le soufre, la lecture, mais l'érotisme, c'est aussi cacher ce qu'on a envie de découvrir, dans tous les sens du terme. Alors, je cache tous les titres célèbres, à vous de les chercher. Si vous souhaitez les découvrir les BDQ, comme a dit tout à l'heure Olivier, le titre, c'est le titre d'une collection. Commencez par Manara. C'est le début du déroulement d'un écheveau où vous ferez des belles rencontres, qui vont vous échauffer probablement l'essence. Après tout, c'est l'été, on s'en fout. Détendez-vous, allongez-vous. Laissez-vous porter par le plaisir solitaire de la lecture, de ces lectures spécifiques. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Manara nous y accompagne et c'est quand même bien bon. Ouais, Manara, c'est un très bon dessinateur, hein, vraiment fabuleux. Ah ouais. Alors, pour en revenir au déclic, Vas-y. justement, j'avais le déclic. C'est une des BD que j'ai prêtée et que je n'ai jamais retrouvée, qu'on ne m'a jamais rendue. Ah ouais. Petite parenthèse. Et j'aimerais enchaîner avec l'hommage d'Urasawa Ah oui. à Manara, justement. Donc, je le cite, c'est dans son artbook. « J'ai l'impression de ne pas être très douée. Comparé à moi, certains dessinateurs sont passés maîtres dans l'art de créer des femmes très sexy. Chaque fois que je vois leurs œuvres, je les envie terriblement. Je pense notamment à l'italien Milo Manara. J'ai beau être un fan inconditionnel de Moebius, quand il s'agit de dessiner des super canons, Manara est à un tout autre niveau. Je pense que les artistes qui se spécialisent dans l'illustration de charme doivent quelque part être très désinhibés. Ou alors, ils assimilent l'érotisme à l'art. Non, vraiment, ça m'intimide. » Ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Puis il y a une couverture un peu inspirée de Klimt. Ah, t'as cette couverture avec toutes ces Ah, bah trucs oui. un peu dorés, c'était des inspirations aussi. Ah mais du coup, c'est très culturel. Alors, ces Oui. histoires sont contestées. On dit que les scénarios, ça vaut ce que Oui. ça vaut. Mais voilà. Mais les images, les dessins, c'est vraiment d'une... Enfin, moi, je trouve ça C'est magnifique. c'est un excès, ça. Oui, Un très grand dessinateur. Bien Ah, c'est Manara, quoi. C'est Je veux dire, Manara. même les laits Mais sont... oui. Même les laits sont beaux avec lui. Tout est... C'est vrai que voilà. les Et hommes les ne sont beaux pas sont toujours laids. bien traités. Les personnages masculins dans Manara sont pas des chefs-d'œuvre de beauté, quoi. C'est toujours un peu des. Ah bah, ça va. Hein. Ah, si, ils sont beaux, mais c'est pas des bodybuildés. Non. Bah voilà. alors, C'est mettre en beau, quoi. Ah, les Indiens dans l'été indien. Ah, moi, je vais être indienne. Et, Alors, justement, dans- on va peut-être passer aussi à la suite, s'il vous plaît, avec...
Ah, David. Ah oui, bah oui, je vais vous parler de Vampirella. Donc on reste un petit peu toujours dans un thème un peu sulfureux, etc. C'est le vampire. Alors pourquoi le vampire? Parce que il y a quand même quelque chose de sensuel dans le vampire. Il y a quelque chose d'assez proche, le goût du sang, mordre l'autre, etc. Donc le vampire, c'est en sucer l'autre, si je puis me permettre. Sucer, mordre, aspirer, etc. Le vampire, oui, suce le sang. Sans conteste, une des figures les plus populaires. Donc on pouvait passer des heures à énumérer des œuvres de la pop culture qui tournent autour de cette créature, source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Le vampire a inspiré la crainte et la fascination, la séduction, et il est effrayant. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Vampirella, créé par plusieurs auteurs. James Warren, directeur de Warren Publishing, le scénariste Forrest J. Ackerman, le dessinateur Frank Frazetta, un grand monsieur, et Tom Suttons, la costumière Trina Robbins, qui a participé au costume de Vampirella. Donc le numéro 1 de Vampirella paraît dans les années 69. 69 années érotique. Pendant 112 numéros, puis s'achèvera en 1983. Alors Vampirella est une habitante de la planète Draculon, peuplée de créatures vampires, toute la planète, se nourrissant de sang coulant à flot dans les rivières. Mais un drame arrive. La planète Draculon est en orbite autour de 2 soleils jumeaux, Satyr et Circé. Eh oui. L'éruption de Satyr assèche gravement les rivières de sang. De nombreux habitants trouvent la mort en raison de la rareté du précieux breuvage. Cette situation d'extrême entraîne alors une évolution un peu darwinienne de la population, capable de voler, de se transformer en chauve-souris. L'espèce des vampiristes était donc née. Le hasard fait qu'un vaisseau humain, c'est les hasards du scénario, s'écrase sur la planète Draculon. 2 passagers humains se réveillent d'un long sommeil en hibernation. Ils font la rencontre de Vampirella, mais commencent à lui tirer dessus, et celle-ci découvre que les humains regorgent de sang. Incroyable. Afin que son espèce survive, elle est envoyée à bord du vaisseau terrien pour préparer la venue des vampiristes sur Terre. Durant le voyage, bien sûr, ça se passe bien parce que l'apéro est présent, parce qu'ils sont tous en hibernation. Donc le voyage sur Terre se passe allègrement bien. Arrivé sur Terre, déception. Point de rivière de sang. Mais après de nombreuses aventures, Vampirella finit par devenir une héroïne, avec des humains découvrant les moyens de résister à son appétit sanglant grâce à l'absorption d'un sérum. Elle n'est plus désormais, elle n'a plus besoin de boire le sang. Si de temps en temps elle craque un peu, mais elle ne peut nier, la fascination d'Ackerman pour le fameux film Barbarella. Et oui, avec son ton comique, ses décors fantasques, sa nudité gratuite. Après la faillite de Warren Publishing, parce que la fameuse boîte d'édition malheureusement fait faillite, Vampirella sera ensuite repris par Harris Publication de 1988 à 2008, puis par Dynamite, les éditions Dynamite, ou encore par Graf Zeppelin de 2010 à 2013. Vampirella va ensuite passer entre les mains de nombreux dessinateurs, et pas des moindres, parce que et on a connu des sommaires un peu pires que ceux-là. Frazetta, San Julian, Neil Adams, Wally Wood, Barry Windsor Smith, Frank Brunner, Esteban Maroto, toute l'école espagnole, José González, Jeff Jones, Dave Cockrum, bref, je pourrais en passer des tonnes et des tonnes. C'est dès 2015 puis en 2025 que Delirium nous offre 2 volumes avec à chaque fois une trentaine de récits du début des années 70. 2 livres magnifiques avec un prix vraiment abordable, 29 balles le bouquin. Alors il est là, mais franchement c'est superbe. C'est vraiment un super ouvrage, une super couverture de Frazetta d'ailleurs. Il fait son poids. Vampirella est un savant mélange d'horreur et de sensualité. Personnage protéiforme, mélange du monde de l'épouvante, une super-héroïne précurseur d'un genre nouveau, d'héroïne de bande dessinée à la tradition des pin-up de magazine Playboy ou du pouvoir commercial du sexe, bien entendu. Vampirella offre du glamour, un bikini rouge très moulant, position subjective, mais fierté nationale. La chanson comique francophone qu'on a pu entendre au début, la salsa du Némon, et la sexy Vampirella nous fait la joie d'une apparition. Vampirella est souvent utilisé comme personnage narratif, hôte du livre. Le magazine se concentre en un savant mélange d'horreur, de femmes attirantes et ne faisant aucun effort pour s'en dérober. Alors, petit conseil de lecture, je vous conseille Claudia, alors je ne les ai pas forcément tous là, mais Claudia par Pat Mills et Frank Tacito en 4 tomes, Requiem, alors que je n'ai pas également là, mais de Pat Mills et le droit, donc où il est question de vampires, etc., donc, où les êtres gentils sont mal vus, les êtres méchants sont super bien vus, ça se passe dans les enfers. Dracula de Alberto Breccia, que je conseille aussi à la lecture. On est vraiment dans le style de Bram Stoker, très, très classique. Batman Dracula de Doug Munch et Kelly Jones, où Batman est mordu par un vampire, et là, il devient un vrai Batman, finalement, un vrai homme vampire. Rapace, alors que j'ai repris ici de Marini et de Jean Dufaux. Magnifique récit, alors que je conseille aussi. Alors, je crois qu'il est encore aux éditions. Alors, c'était Dargaud. Je crois qu'il est encore chez Dargaud, il me semble, normalement. Donc, 4 bouquins très, très bien illustrés par Marini. American Vampire aussi, un superbe récit
que je conseille aux lecteurs. Alors, c'est le petit conseil, le petit moment lecture. T'es un peu perdu, hein. Je suis un peu perdu, j'en ai trop, j'ai ramené ma bibliothèque ici. Alors, c'était à l'époque, disons, American Vampire, une super série. Et Dracula de Mignola, bien entendu, qui doit traîner par là, hein, dessiné par Mike Mignola, Roy Thomas au scénario et John Niberi. Parce que je ne me trompe pas, John Nyberg au scénario également. Alors, voilà, le vampire est un personnage, en général, le symbole marginal de la réunion de deux mythes, Faust et Don Juan, l'immortalité, la séduction. Le vampire ne se plie pas au code de la société victorienne, pour Dracula en particulier. Il a ses propres codes, il vit très bien ainsi. Il est un exemple à ne pas suivre, éternellement jeune, beau, sublime, sublimant l'amour, plus fort que la mort. Le vampire génère un désir, mais il prend sans rien donner en échange. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est un prédateur qui s'attaque très souvent au sexe opposé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop souvent parlé, mais c'est vrai que sont les femmes, un peu sont les. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait en érotisme là dans tout ce qu'on a parlé. C'est beaucoup la femme qui devient l'objet érotique complètement au service de l'homme. Alors que le vampire ne se soucie pas de ça. Il peut être à la fois, pourquoi pas, homosexuel. Il est très isomorphe en fait quelque part. C'est l'acte amoureux passe par le fait de mordre et quelque part que ce soit une femme ou un homme ou un animal ou un enfant, par exemple, s'en moque. Animal aussi. Animal aussi. Animal aussi, il mord tout. En fait, ils s'en moquent. Il y a pas de donc le partenaire peut être tout à fait variable. Donc voilà, l'érotisme au sens très très large pour les vampires. Une remarque, quand tu dis qu'elle est avec un bikini, je trouve que ça tient plus du timbre au poste et de la philatélie que du maillot de bain. Alors effectivement, ça c'est un très bon point que tu soulèves qui est très intéressant parce que la créatrice de mode, la créatrice à l'époque avait quand même un peu plus habillé l'héroïne. Et c'est Frazetta dans sa couverture notamment qu'il a un petit peu plus déshabillée pour la rendre un peu plus. C'est fétichiste un petit peu quelque part. Ah bon. Alors c'est rigolo parce que Trina Robin, on la trouve dans les comics underground. Oui, aussi. Elle dessine aussi, c'est une dessinatrice, très bonne dessinatrice. Voilà, très bonne dessinatrice. Voilà, donc un petit peu Alors, dans les romans conseils, vite fait, l'entretien pour un vampire, bien sûr, d'Anne Rice, Je suis une légende de Richard Matheson, Un vampire ordinaire de Susan McKee Charnas, ou alors, bien sûr, le fameux Dracula de Bram Stoker que je conseille pour les romans. Voilà. Et voilou. Bah écoute, moi je m'en fous, j'ai bouffé de l'ail aujourd'hui, donc je ne crains rien. Ok, je ne te ferai pas la bise. Là, je me méfie de toi. Alors, voilà, merci beaucoup pour tous ces conseils de lecture sur ce thème-là. Il y aurait beaucoup d'autres aussi à envisager. Mais après, voilà, vous vous rendez, j'espère qu'on vous a intéressé, vous vous rendez dans les librairies, dans les médiathèques. Vous faites face au sourire du libraire et de la documentaliste. Est-ce que vous avez une BD érotique ? Oui, bien sûr, venez avec moi. Moi, je ne vais pas avec le libraire dans l'arrière-boutique. Non. Ah non. Alors, merci bien. Donc, on va terminer par quelques petites actualités de personnes là, qu'on a reçues cette année. On voulait faire une petite rétrospective de tous les invités, mais là, on n'aura pas le temps. Sachez que Régis Sector, qu'on avait reçu il y a quelques mois, qui avait... donc Régis Sector, c'est un auteur de bande dessinée, qui avait sorti le tome 1, du moins il ne voulait pas en sortir 2, mais il avait sorti le tome 1 de Ma guerre, illustré d'Ukraine. Là, a sorti tout récemment le tome 2. Parce que c'est un conflit qui dure. Et lui, tous les jours, il dessine un dessin sur cette guerre-là, et il compile ça en album. Et là, le premier était avec une préface d'une grande personnalité d'Ukraine. Et là, le tome 2 est préfacé par Gabriel Attal. Donc, c'est des albums qu'on vous conseille parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Régis Sector sortira aussi à la rentrée de septembre un album scénarisé avec Marc-Antoine de Roubaix. Et il travaille encore également sur un nouvel album à paraître fin 2026. Ce coup-ci, il vient juste de commencer le travail. Autre actu, le financement participatif. On en a parlé un petit peu sur la page Facebook. C'est l'éditeur Reborn, un éditeur toulois, Benjamin, pour ne pas le nommer, qui est aussi libraire à Toul, de la librairie Kodama. Donc là, il lance un financement participatif sur les contes horrifiques. Alors, c'est un album avec un scénariste, le scénariste Valne, et 14 illustrateurs. Donc là, ça va être essentiellement du manga, noir et blanc. Et donc, le financement est parti. Alors, ça
là, il y a 15 jours, je crois. C'est sur Ulule. Et il reste une vingtaine de jours. Donc, on vous conseille là aussi de participer à pourquoi pas, à ce financement, parce que ça va être un album assez intéressant avec une diversité de dessinateurs, des diversités d'approches. Et ça vous permet aussi de découvrir des talents, des jeunes talents, qui seront peut-être aussi dans quelques temps. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, on vous mettra aussi les coordonnées sur les réseaux sociaux. À la rentrée de septembre aussi, les phylactères. Oui. Magie. Alors on sera présent au Livre sur la Place avec un ouvrage collectif avec de jeunes auteurs qui seront présents, qui passeront un petit peu à tour de rôle, dédicacer leurs quelques planches dans l'album. Donc on aura le plaisir de recevoir 3-4 jeunes auteurs par jour pendant toute la période du festival. Cool. Nous, en tant qu'éditeurs, on sera un peu en retrait pour les mettre un peu en avant dans l'album. Donc voilà, c'était notre... Et à peu près combien d'illustrateurs, d'auteurs? Alors dans l'album, on a 120 pages de BD et il y a, je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 14 auteurs. Ah oui, très bien. Qui ont fait de 2 à 10 planches. Alors tous ne sont pas présents de la région, mais on aura quand même des auteurs qui viendront quelques heures dédicacés chaque jour. C'est une seule histoire à plusieurs mains ou alors c'est chacun qui a réalisé? Chaque fois des petites histoires courtes, mais sur le thème de la magie. Alors c'est très large, tout public, je précise. Alors ça, c'est pas les contes horrifiques, c'est la magie. C'est la magie. Alors, c'est la magie, les contes horrifiques, c'était celui d'avant, mais les phylactères avaient déjà sorti le western. Le spécial Lovecraft. Et là, le spécial magie, l'abracadabran illustré. Ça va être dur à vendre. Bravo. Abracadabran illustré. Vous voulez un abracadabran? Le Gérard Majax illustré. Voilà, il aurait fallu. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant ce genre de littérature parce que ça permet de découvrir vraiment de la diversité. Ok. Dans 15 jours, je crois, à fin du mois de juillet, ne manquez pas le village du livre à Fontenoy avec une spéciale, un week-end spécial bande dessinée. Et le parrain sera Jean-Claude Servet. Et il y aura plus d'une vingtaine d'auteurs. Et surtout, alors formidable, l'exposition de la Gaffo-mobile, la voiture de Gaston Lagaffe. C'est vrai. Donc il y a quelqu'un qui a refait la voiture de Gaston Lagaffe et elle sera exposée là. Voilà. Et on reparlera aussi à la rentrée d'un salon, d'un festival qui a lieu tous les ans, qui en est à sa, je ne sais pas combien d'éditions, plein d'années. C'est le festival EuroBD à Alexis, tout en haut de la Meurthe-et-Moselle. Et ça, on en reparlera avec Marc Jakubowski, qu'on avait rencontré à Jarville. Et il viendra au téléphone nous en parler. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier beaucoup, les amis. De bonnes vacances. Oui, merci. À tous ces gens qui vont peut-être pas partir forcément, mais bon, alors, lisez de la BD. C'est ça, voilà. Que vous partiez, que vous ne partiez pas, lisez de la BD. On espère que les conseils qu'on vous a fournis durant toute cette année, vous en profiterez, hein, parce que voilà, nous, on y apporte beaucoup de choses. Et on se retrouve à la rentrée de septembre, comme je disais, avec quelques surprises. Merci beaucoup. Écoutez les replays. Pensez aux replays. Oui, les replays. Et merci beaucoup, Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Bonnes vacances, hein, Jean-Luc.